avancer pas après pas. Après la mort, on s'accroche au quotidien, à sa petite routine. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Car quand tout s'est effondré, le café le matin n'a plus la même saveur. Il a un goût de tristesse et d'amertume. On essaye tant bien que mal de continuer à vivre, de continuer à tenir l'emploi du temps, sans voir le bout du tunnel. Des semaines où les collègues ne semblent pas nous comprendre, et des week-ends pluvieux, sans toi. Mais un jour, c'est sûr, le soleil reviendra, aussi brillant que les nuages sont gris, avec des rayons chauds qui viendront sécher la pluie et les larmes sur mon visage. À ce moment-là, je saurai que tu n'es pas très loin, que tu es là partout où je suis. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est l'automne là, et je suis dans un parc, et avec les arbres qui font tomber leurs feuilles. Alors c'est un beau symbole du deuil, l'automne, parce que c'est aussi le moment où on voit les plus belles couleurs. On voit du jaune qui tombe comme ça dans les airs, du jaune, du rouge, du vert. Et je voulais partager aussi ce petit moment avec toi. Voilà, aujourd'hui, on va voir comment mettre des mots sur les différents ressentis qu'on traverse dans un deuil et mettre une chronologie, en tout cas même approximative. Mais tout ça, ça nous donne des repères pour se sentir moins seul et moins perdu, pour comprendre ce qui t'arrive et où tu te situes. Donc aujourd'hui, on va parler du processus du deuil. Alors, ce processus, il a été résumé en 4 étapes. Et ces 4 étapes, elles viennent du travail notamment de Christophe Fauré, dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent. Alors Christophe Fauré, je te le rappelle, c'est un psychiatre et psychothérapeute qui est une référence en France en fait sur la question du deuil. Et son livre, il s'appelle Vivre le deuil au jour le jour. Et pour moi, c'est vraiment une bible, en tout cas une encyclopédie qui donne des repères à la fois pour les personnes endeuillées, mais aussi pour leur entourage. Moi, en fait, la première fois que j'ai découvert Christophe Fauré, je faisais des recherches sur la thématique du deuil, et je suis tombé sur sa conférence. Et en fait, j'ai ressenti, j'ai vraiment été complètement happé par la douceur de sa voix, en fait, par la bienveillance de cet homme, et la justesse des mots aussi qu'il emploie pour parler de la souffrance, et son calme. C'est un homme qu'on voit avec un grand sourire en fait, et qui a une capacité à expliquer, à exprimer dans des mots très simples et avec des analogies qui sont très parlantes ce qui s'est passé en moi depuis des années. Et quand j'ai découvert son travail, en fait, je me suis dit waouh, pourquoi on m'a pas donné son livre plus tôt? Alors immédiatement, je me suis dit, bah non, en fait, évidemment, ce livre, il n'existait pas quand j'étais enfant et quand ma mère est morte en 1995, il n'existait pas son livre. Et en fait, j'ai vérifié et j'ai découvert, en préparant cet épisode, que son livre avait été édité la première fois en 1995. Et c'est l'année de décès de ma mère, en fait. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait vraiment un hasard, en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, s'il y a Internet, il y a une foule d'informations et de personnes qui trouvent des réponses à tes questions. En 95, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et vraiment, je me suis dit, mais combien cette lecture, elle m'aurait aidé si on avait mis ce livre dans mes mains d'enfant quand j'avais 5 ans. Combien ça aurait aidé aussi ma famille et mes proches à répondre à mes questions et à savoir que j'étais pas seul et à me donner des repères. Alors peut-être ce livre, il aurait guéri certaines de mes blessures
et peut-être il m'aurait épargné certaines expériences désagréables. Alors, à quoi ça sert, c'est d'avoir ces étapes en fait, ces repères que je vais te donner aujourd'hui. Moi, je pense que c'est vraiment important que ça soit juste des repères en fait. Et il ne faut pas le prendre pour un modèle, pas le prendre pour un carcan dans lequel tu pourrais t'enfermer, parce que, comme j'en parlais sur les modèles psychologiques dans les précédents épisodes, ça donne une tendance, mais ça n'édicte pas une règle en fait. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans l'approche de Christophe Forêt, c'est qu'il met toute cette nuance en donnant les étapes, que en fait ce sont des repères, mais c'est pas une règle. Et il ne s'agit pas de se juger soi-même ou de se culpabiliser si on ne rentre pas dans les repères qui sont donnés, ni de croire que c'est forcément comme ça que ça va se passer. Mais moi je le prends vraiment plutôt comme un témoignage de ce que d'autres personnes ont vécu et qui nous raconteraient leur parcours. Et donc je le rappelle, le processus du deuil, c'est pas un travail, c'est une auto-guérison naturelle. Et c'est comme une blessure, une plaie ouverte qui va se refermer naturellement. Et donc il n'y a pas quelque chose à faire, il n'y a pas un deuil à faire, mais on peut l'accompagner, on peut soigner la plaie et ça permet de mieux la cicatriser. Alors je vais te donner maintenant les 4 étapes dont parle Christophe Forêt, et je te le répète, c'est vraiment important de prendre ça pour des repères, mais pas pour quelque chose d'obligatoire, un carcan, un modèle ou des règles. Une des premières étapes qu'on vit les premiers mois de la mort de la personne, et dans ton cas la mort de ton père ou de ta mère, ou peut-être même des deux, c'est d'abord un déni et une sorte d'anesthésie émotionnelle en fait, avec les hormones de stress qui sont à leur plus haut niveau, et la partie rationnelle de ton cerveau qui reprend le dessus en fait, et qui va gérer les affaires courantes, qui va vraiment verrouiller la partie émotionnelle, et vraiment ce côté un peu froid qu'on peut ressentir de vraiment devoir gérer les affaires courantes. C'est à cette étape-là, dans les premiers mois, que ça se voit. Et c'est aussi le moment, ces premiers mois, où on va y avoir peut-être certains rituels ou certaines actions qui peuvent influencer tout le reste du processus du deuil, avec par exemple, est-ce que les personnes qui sont présentes aux obsèques, est-ce qu'on va voir la personne qui est décédée? Il y a une deuxième période ensuite qui va suivre, pour donner des repères, mais vraiment c'est vraiment des repères temporels. C'est une période qui va s'étendre à partir de 6 mois et jusqu'à à peu près 1 an après la mort de la personne décédée, et dans ton cas de ton parent. Et donc cette deuxième étape, c'est une étape de fuite ou de recherche, où en fait on va chercher à poursuivre les interactions avec la personne décédée, avec vraiment une importance assez forte portée sur le matériel, et sur le fait de garder des photos, de vouloir vraiment garder des photos, de continuer à lui parler, garder les vêtements, être en contact avec le parfum peut-être de la personne, de penser ou de parler intérieurement ou même extérieurement à cette personne. C'est dans cette période-là aussi que certaines personnes peuvent vivre ce qu'on appelle un vécu subjectif. C'est un terme médical, mais le vécu subjectif de contact avec le défunt. C'est les expériences d'avoir l'impression d'être en contact avec le mort. Généralement, c'est dans cette deuxième étape du deuil que ce type d'expérience peut apparaître. Et enfin, donc la troisième étape qui va se présenter dans le déroulé du deuil, encore une fois, c'est un repère, c'est la vraie prise de conscience en fait du côté irrémédiable
de la perte et du décès de la personne, et donc de ton père ou de ta mère. Ça, c'est quelque chose qui intervient en général à peu près 1 an après le décès, cette conscience complète. Encore une fois, c'est un repère, ça peut arriver plus tôt ou plus tard, et c'est pas parce que ça t'arrive plus tôt ou plus tard que t'es anormal. C'est juste un vécu personnel. Et le vécu dépressif qui va aller avec cette prise de conscience, ça peut durer plusieurs années. Et souvent, c'est quelque chose qui est mal compris par les proches aussi, parce que en général, les gens ils se disent qu'après 1 an, c'est bon, quoi. Si t'as perdu un proche, ça fait 1 an que ton père est mort, ça fait 1 an que ta mère est morte, voilà, t'es censé passer à autre chose. Et en fait, pas du tout. En fait, ce que nous dit Christophe Fauré, c'est que en fait, c'est à ce moment-là que la conscience de cette mort, elle est vraiment très présente. Et c'est à ce moment-là que c'est douloureux. Mais en même temps, c'est rassurant parce que ça veut dire que le processus naturel de guérison psychique, en fait, il avance. Et ça va être vraiment le moment où la mort de cette personne va s'accompagner avec toute la déstructuration de l'identité qu'on lui a attachée. Ça va être un moment pour une personne en deuil, pour un orphelin résilient, où on se sent vraiment déconnecté du monde, où on alterne entre des émotions positives et négatives. Et cette sensation de vécu dépressif, en fait, ça s'accompagne aussi avec une grosse fatigue et un épuisement, parce que forcément, d'être traversé par des émotions aussi fortes, ça fatigue. Et enfin, la 4e phase du processus du deuil, et encore une fois, c'est pas quelque chose qui est terminé, en fait, et c'est pas quelque chose de si défini que le modèle que je te donne aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que ce sont juste des repères. Cette dernière phase, c'est une phase de restructuration, en fait, où d'un point de vue de ton identité d'orphelin, il y a quelque chose de nouveau qui se révèle, en fait. Et donc c'est une étape qui n'a pas de fin, parce que il n'y a pas un moment où tu vas oublier ton parent décédé. C'est quelque chose avec lequel tu vas vivre toute ta vie. Cette étape-là, c'est une étape aussi qui donne beaucoup d'espoir, et je pense que c'est important d'être conscient en fonction de là où tu te situes aujourd'hui dans ton deuil, d'être conscient qu'en fait il y a cette étape de restructuration, et c'est un moment où tu te redéfinis par rapport aux autres, où tu redéfinis aussi ton rapport par rapport au défunt, qui devient plus une relation intérieure, plus subjective, c'est plus une relation qui passe par l'extérieur, par les sens, mais ça va être un moment où tu t'identifies, où tu te rappelles les choses positives que cette personne t'a apprises, et où tu te poses des questions plus existentielles sur comment tu vas faire vivre son héritage dans le monde. Et c'est un moment où tu as vraiment mis ta relation avec le défunt à la bonne place dans ta vie. Donc tu vas te redéfinir aussi, sans doute, par rapport à toi-même, et qui t'es devenu dans ce deuil, et quelle personne tu es devenu grâce à la mort de ton proche. Alors moi, j'aime particulièrement l'approche de Christophe Fauré, parce que vraiment il nuance sa proposition, et comme je te le disais, c'est vraiment des étapes qui sont à prendre comme des repères, et pas comme une règle, et comme des témoignages de parcours. Elles décrivent certaines expériences, mais c'est pas une règle. Si après de nombreuses années, tu as l'impression que toi, tu es en quelque sorte bloqué à une de ces étapes, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un d'anormal, parce que c'est juste des repères, c'est un schéma, un guide. Et toi, aujourd'hui, où est-ce que tu te situes parmi ces repères que je t'ai donnés dans ta relation avec ton parent mort? Et qu'est-ce que ça t'inspire, toi, d'envisager qu'il y a un mouvement naturel en toi pour te guérir, et qui va t'amener vers
cette phase de restructuration vers des soleils plus radieux, viens nous le dire dans le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on verra pourquoi les hommes ont plus de mal à en parler.